De retour pour une troisième partie sur les similitudes et les interventions bienveillantes chez les enfants et les chiens. Donc, nous allons aborder un nouveau sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous vivons une situation stressante? Donc, autant pour nous, pour le chien, que pour l'enfant. OK. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que le stress. C'est quoi le stress? Donc, de la définition Larousse, c'est un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous percevons une menace? Qui va enclencher du stress. Et à ce moment-là, ça déclenche, il y a un déclenchement de l'adrénaline qui se passe. Donc, c'est un effet qui est immédiat, qui est tout de suite, ça nous met en état d'alerte. Il y a du cortisol qui va commencer à être sécrété un petit peu plus tard. Mais le cortisol, c'est toujours sécrété dans le but de soutenir l'état d'alerte, donc la prise de décision de notre cerveau par rapport à la situation qu'il juge dangereuse, qui est menaçante. Ensuite, il y a une réponse de l'organisme pour sa survie. Donc, élément stressant, une menace imminente à ce moment-là, adrénaline qui est sécrétée, cortisol qui vient soutenir la prise de ces décisions. Et ensuite, il y a une réponse de l'organisme pour sa survie qui va être enclenchée. Au niveau des réponses de l'organisme, de survie. On va parler de l'immobilisation, la fuite ou l'attaque, ou pour les chiens plus communément appelés, il va avoir figer, fuir, foncer ou faire semblant. Donc, les 3 F. Dans les faits, tous les mammifères ont ce réflexe de défense-là, nous compris, les chiens compris. Donc, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Pour l'humain, on parle vraiment plus de immobilisation, fuite, attaque. Donc, par la suite de ça, il y a 2 circuits qui vont être enclenchés, et qui vont être utiles à la prise de décision par la suite. Il y a la voie courte et ensuite, il y a la voie longue, qu'on voyait plus ou moins. C'est pour ça que j'ai dit à positive. J'espère que vous la voyez, là, mais la voie longue ici. Donc, c'est les 2 circuits qui vont être enclenchés là, directement suite à la perception de la menace potentielle. Dans le fond, au niveau du circuit court, c'est le cerveau qui est reptilien. C'est la voie la plus rapide. Donc, c'est la voie d'urgence. Oh mon Dieu, menace, je dois réagir tout de suite parce que peut-être que ma survie est menacée. Donc, ensuite, comment ça se passe? C'est que de 1, la perception de la menace. 2, dans le fond, l'information est transmise au thalamus. C'est le centre de traitement des informations. Donc, on pourrait dire que c'est notre deuxième cerveau où est-ce qu'il y a le limbique. Le message est envoyé à l'amygdale. Ici, on ne fait pas référence à l'amygdale de la gorge. C'est vraiment, il y a 4 amygdales au niveau du cerveau. Donc, c'est traité par les amygdales du cerveau. Ensuite, il y a un déclenchement d'un mécanisme de défense qui est tout de suite mis en place, soit immobilisation, fuite ou attaque. Faut comprendre que le circuit, le circuit court, ce qui est pris en charge par le cerveau reptilien, toute cette séquence-là, c'est d'une durée de 0,07 secondes. Donc, c'est inconscient, vous vous en rendez même pas compte, votre cerveau a perçu une menace, vous ne l'avez même pas encore analysée, vous n'avez même pas encore pris conscience que vous l'avez vu, tout de suite, ça vous enclenche dans un réflexe de défense pour vous emmener à survivre. Donc, ensuite, l'information, elle n'est pas interceptée par le cortex. C'est ça que vous devez comprendre. Quand ça passe par le circuit court, c'est super rapide, c'est une voie d'urgence, sauf qu'il n'y a pas de traitement au niveau de la zone qui est de réflexion. Me suivez-vous? Donc, les mécanismes de défense sont enclenchés, puis malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas eu de raisonnement par rapport à la prise de décision, c'est sûr que à 100% du temps, la réaction peut paraître soit exagérée ou inappropriée dans le contexte. Donc, à ce moment-là, c'est là où on commence à percevoir des comportements qui sont dérangeants. Autant pour nos chiens que pour les enfants. Comme je disais tout à l'heure, quand on arrive dans des mécanismes de défense, on va parler de figer, de fuir ou de foncer en grosse
grosso modo, OK? Mais quand on parle de fuite, si on parle de fuite pour un enfant, bien, à ce moment-là, je pourrais voir un enfant qui a vécu une situation hyper stressante à l'école où ça s'est pas bien passé, il y a une mauvaise journée, le professeur m'a appelé, l'enfant vient à la maison, je lui pose des questions, ça l'enclenche dans une situation stressante, il se met à mentir, donc il est dans la fuite, OK? On pourrait avoir la même situation, mais avec un enfant différent, et lui se mettrait tout de suite à être en opposition, à être en réaction par rapport à ce que je dis. Donc lui, il est dans la défensive, il est dans le foncé. Me suivez-vous? OK? Et l'autre qui va arrêter de parler, qu'on essaie de lui parler, puis qu'on se rend compte que, voyons, tu m'écoutes-tu? J'essaie de te parler. Et finalement, ben, il n'y a comme pas de son, pas d'image, l'enfant est parti dans sa lune. Ben, lui, il vient de tomber dans son réflexe de défense de fuir. Pas fuir, mais immobilisation. OK? Donc, il va avoir tendance plus à rentrer dans son cerveau puis à s'imaginer à la playa del Carmen. OK? Donc, il y a les mensonges, des fois, il peut y avoir de l'opposition, puis d'autres fois. Donc, c'est tous des comportements qui sont dérangeants suite à une situation qui a été stressante. OK? Donc, je voulais juste clarifier un petit truc par rapport au cerveau reptilien, OK, à la voix courte. Par exemple, je vous donne un exemple avec moi-même. Moi-même. Je trouve ça drôle parce que j'étais justement en train de promener un chien récemment, hier, et je me posais, je m'imaginais, tu sais, vous raconter des expériences que vous pourriez vivre, qui vous emmèneraient dans une situation stressante. Et je m'imaginais tout ça avec un ours. Et j'étais en forêt avec le chien en question. Et puis, comme c'est une forêt très, très dense et qui revient super bien, j'ai laissé plus de liberté. Comme j'étais partie un petit peu dans mon cerveau à imaginer qu'est-ce que j'allais vous dire comme exemple, ben, j'avais imaginé un ours, OK? Donc, quand on est confronté à un ours, ben, c'est sûr qu'on va avoir peur et qu'on va vouloir réagir d'une certaine façon. Donc, il faut choisir la bonne façon. Et là, je tombais dans mon cerveau, mais je suis quand même quelqu'un qui est quand même assez craintive. Et hier, il faisait pas si beau que ça. Donc, c'était pas très ensoleillé. Et en même temps que je pensais à l'ours, j'ai entendu un craquement dans le bois et j'ai eu peur. J'avais mon capuchon parce qu'il y avait plein de moustiques, donc je voyais vraiment pas bien, comme des œillères. Donc j'ai eu peur et je me suis retournée et en retournant ma tête, j'ai vu quelque chose. Demandez-moi pas. Quoi? Parce que sur le coup, ça a filtré super rapidement. Tout ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai senti l'adrénaline monter jusque dans mon cerveau. Ça a vraiment, mon cœur, il est parti à battre comme une petite patate. Là. Il était prêt à courir, à faire quelque chose. N'importe quel réflexe de défense, mais let's go, on était prêt. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais rendue, tu sais, comme ça, alors que ma position initiale, elle n'était pas du tout comme ça là, quand je marchais. Là. Donc, j'ai vraiment relevé les bras, mais j'ai pas eu conscience que j'ai relevé mes épaules, mes bras et tout ça. Puis, c'est comme si je venais de me réveiller en 1 ou 2 secondes plus tard. Et en me retournant fixément au même point, ben, j'ai remarqué que c'était le chien que je promenais. Donc, c'était pas une situation qui était menaçante. Et donc, mais voyez-vous que mon circuit court s'est enclenché sans même que je puisse... J'ai quand même 29 ans, là. Donc, ça s'est enclenché toute seule avant même que mon cortex frontal dise « Oh, calme-toi, là, c'est beau, c'est pas menaçant, redescends toutes ces hormones-là, c'est bien correct, là. On va pas mourir, c'est juste Bernard, OK? » Me suivez-vous? Donc, j'ai vraiment réagi directement dans mes mécanismes de défense parce que la situation elle était stressante et elle était peut-être dangereuse pour ma survie, OK? Mais par rapport à l'exemple que je voulais vous donner, là, j'ai parlé des enfants qui vont soit mentir, soit tomber dans la lune ou ces choses-là. Mais quand on tombe dans l'immobilisation, là, par exemple, que vous voyez un ours et que vous faites la bonne chose, vous vous couchez au sol et vous arrêtez de bouger, vous êtes immobile. Et si l'ours, là, il s'en va pas par l'autre côté, puis il s'en vient quand même vers vous, là, puis qu'il vous sent le visage, là, est-ce que vous pensez que vous allez rester conscient pendant qu'il vous sent le visage? Absolument pas. Vous allez tomber en réflexe de défense et vous allez visiter vous aussi la playa del Carmen, OK? Parce que sinon, ce serait une situation qui est beaucoup trop stressante, qui serait trop envahissante. Ce serait trop difficile de rester immobile si on voyait l'ours
carrément nous sentir le visage, comprenez-vous? Donc, c'est vraiment des mécanismes qui sont faits propres à notre survie, OK? Et comme quand on est dans un mécanisme de défense, ben, on n'a pas accès à notre cortex, OK? On n'a juste pas accès, donc on ne peut pas apprendre. Ça, c'est très important de s'en souvenir, OK? Ensuite, le circuit long, donc le fameux cortex, le lobe frontal, c'est là où on va aller réfléchir. Ça va venir faire la différence au niveau de la gestion des réactions. Donc, meilleur exemple que je pouvais vous donner avec le chien. Quand j'ai tombé dans le petit réflexe de défense, ben, mon cerveau il a continué d'analyser même si j'étais plus là. Et finalement, elle dit non, calme-toi, c'est correct, c'est juste Bernard. OK? Mais sauf que cette voix-là, elle demande, elle requiert une maturité au niveau du cerveau. OK? Les enfants, les chiens, ils l'ont pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans une autre de mes diapositives, ça prend une maturité du cerveau. Donc, c'est pour ça que j'ose comparer le fonctionnement des interventions au niveau du chien et de l'enfant, parce qu'étant donné que le cerveau de l'enfant est immature, quand même bien qu'on a 80% de notre cerveau qui est fait de cortex, si on n'est pas capable d'y accéder rapidement, bien, on fonctionne plus avec le cerveau reptilien. Donc, il y a vraiment une ressemblance au niveau du cerveau de l'enfant et du chien par rapport à ça. OK? Donc, ensuite, ce qui arrive, c'est que l'amygdale va transmettre l'information au cerveau. L'hippocampe compare l'événement à différents contextes semblables que vous avez vécu. Et ensuite, le cortex va analyser la situation, le niveau de dangerosité. Okay. Dans le fond, c'est le cortex, comme je disais tout à l'heure, qui va prendre la décision de poursuivre ou de cesser l'émotion qui enclenche le processus. Donc, calme-toi ou oh non, finalement, c'est vraiment un ours, on va faire quelque chose d'autre. OK? Ici, je vais poser des petites questions. Donc, selon vous, à quel âge le cortex frontal atteint sa pleine maturité? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous pensez que c'est à 20 ans? Est-ce que vous pensez que c'est entre 30 et 35 ans? Est-ce qu'au contraire, c'est à 40 ans? Donc, selon vous. Prêt? Donc, le cortex frontal atteint sa pleine maturité vers l'âge de 40 à 45 ans. C'est impressionnant, non? OK? Donc, c'est vraiment, vraiment, comme je disais, très, très long avant qu'on soit capable d'accéder rapidement à notre cortex frontal et donc à notre prise de décision, à notre gestion des émotions, à tout ça. Et encore là, il faut être capable de venir mettre en place des outils qui vont venir nous aider, nous, à gérer nos propres émotions. Donc, c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants, à être capable de gérer des situations, à gérer des émotions, à faire face, mais à accueillir aussi les émotions qu'ils vont sentir. Mais à ce moment-là, ça prend vraiment, c'est un très long processus, OK? 40 à 45 ans. Puis, qu'est-ce qui se passe si le stress perdure dans l'environnement ou dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe si on reste stressé à longueur d'année? Bien, à ce moment-là, c'est que le cortisol est maintenu dans l'organisme et c'est extrêmement néfaste, OK? Parce qu'on est toujours un petit peu sur le qui-vive et donc on n'est pas en homéostasie avec les hormones dans notre corps. Okay? Il peut y avoir de l'apparition de comportements qui sont dérangeants parce que plus on est stressé, plus on embarque rapidement dans nos réflexes de défense. Il peut y avoir de l'irritation, colère, les maladies mentales peuvent apparaître, il y a des problèmes de santé aussi qui peuvent apparaître, il y a une diminution globale de la qualité de vie. Donc, c'est vraiment très néfaste d'être stressé tout le temps. Ici, je vous montre vraiment rapidement, là, mais c'est pour l'humain, mais il faut comprendre que le stress aussi, ça a une influence pour le chien et l'enfant. Donc, au niveau des cheveux, plus on est stressé, bien, plus il peut avoir un blanchiment précoce, l'alopécie, donc alopécie, perte de cheveux. Au niveau de la peau, bien, on pourrait avoir du psoriasis, de l'eczéma, de l'herpès, des verrues. Au niveau du cœur, bien, c'est sûr que tachycardie, hein, le cœur qui bat très, très, très rapidement. Il peut y avoir une fatigue cardiaque, des crises cardiaques, des choses comme ça. C'est sûr parce que plus on le stimule à profusion, plus à un moment donné, il s'épuise notre cœur. Okay? Donc, il faut être capable aussi de revenir à nos
fonction vitale normale. Au niveau des artères, bien, hypertension, pancréas, diabète, organes reproducteurs, baisse de libido, problème d'impuissance, orgasme, mutation, réduction du sperme, infertilité, douleur prémenstruelle amplifiée, baisse de défense immunitaire, forte sensibilité aux maladies, virus, bactéries, accélération des maladies graves comme le cancer. Donc, cerveau, migraine, hypersensibilité au bruit, altération neurologique, AVC, les poumons, insuffisance pulmonaire, de l'asthme, au niveau des muscles, il peut y avoir une fatigue musculaire, tension des crampes, des courbatures, fatigue au niveau du foie, troubles émotifs, allergies, estomac, crampes, nausées, reflux gastrique, intestin, colopathie, douleur, diarrhée, constipation, articulation et squelette, arthrose, perte de densité osseuse, donc mental, asthénie, instabilité émotionnelle. Hein? C'est sûr que plus on est stressé, plus on vit de l'instabilité, l'irritabilité, dépression, problème d'alimentation, problème de sommeil, déséquilibres mentaux. Donc, il y a vraiment un paquet d'influences qui peuvent apparaître. Et ça, c'est autant pour l'adulte humain, l'enfant humain, mais aussi nos chiens. Donc, le stress chronique, c'est le pire parce qu'il ne part jamais, il reste tout le temps, il revient tout le temps. On est tout le temps stressé. À ce moment-là, c'est responsable de l'apparition de maladies, c'est sûr et certain. La dépression, les migraines, comme on le disait précédemment, les tensions artérielles, les maladies de peau, les problèmes cardiaques, les troubles respiratoires, les troubles gastriques, même certains troubles hépatiques. OK? Donc, grosso modo, dans cette vidéo, ce que je vous ai expliqué, c'est que les réactions face aux agents stressants sont néfastes à long terme pour tout l'organisme. Étant donné l'immaturité des cerveaux, les décisions sont prises principalement en fonction de la survie de l'individu, donc par le fait même, par le cerveau reptilien. N'oubliez pas que le temps de réaction est excessivement rapide et c'est pour cette raison que certains comportements nous semblent inappropriés autant pour nos enfants que pour notre chien. Donc, par exemple, que, je ne sais pas, moi, on parle de protection de ressources et qu'à chaque fois que j'arrive pour prendre le jouet ou l'os à mon chien et qui est en train de le manger, il grogne après moi, il me montre les dents, il arrête de manger. Mais il faut comprendre que dès qu'il arrête de manger, ça nous donne une indication qu'il est dans ses réflexes de défense. Hein? Et donc, là, présentement, c'est son mécanisme de défense de survie qui est en fonction. OK? Donc, c'est une réaction qu'on juge qui est inappropriée. Comme, calme-toi, là, tu ne vas pas la perdre, c'est correct. Sauf que pour le chien, c'est le cerveau reptilien qui vient de prendre la décision. Donc, c'est pas volontaire. OK? Il faut être capable de faire la part des choses. Donc, c'est ce qui complétait votre vidéo numéro 3. On va passer aux interventions dans la prochaine vidéo. J'espère que vous aimez ça. Si vous avez des questions, notez-les bien parce que je vais pouvoir y répondre à la fin. Vous avez un petit questionnaire. Si jamais vous avez des questions, me les poser et ça va me faire plaisir de faire une autre vidéo pour pouvoir vous les expliquer.